Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur l'Oracle Data Week, deuxième session. Voilà, bienvenue. Je suis ravi de vous accompagner à nouveau sur cette session. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis responsable des marketing technologiques dans chez Oracle France. Ce matin, on a visité, on a fait intervenir donc pas mal de personnes sur la Modern Data Platform. Et donc cet après-midi, on va se focaliser avec nos intervenants sur les nouveautés d'Oracle DB23C, dans les facilités de gérer tout type de données, tout type de workflow. On verra aussi toutes les innovations, bien entendu, qui sont en lien avec le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, bienvenue à tous, à vous qui êtes à distance. Je sais que vous êtes nombreux, vous étiez très nombreux à vous inscrire pour cette session. Et je tiens aussi à remercier nos clients qui sont dans cette salle ici présents et voilà, qui vont pouvoir interagir avec nous directement. Et ceux qui sont à distance, si la prochaine fois vous voulez visiter nos logos et puis voilà, travailler avec nous dans cette ambiance studio, n'hésitez pas. Donc ce matin, on a vu la Modern Data Platform. On a vu avec nos experts, pardon, tout, on a vu tout, pardon, désolé, on a vu donc tous les fonctionnalités, les ingrédients pour préparer ces données, migrer ces données, voilà, partager ces données. On a vu tous les aspects migration également, et puis on a complété par l'angle MySQL également. Donc c'est ce qu'on a vu donc ce matin, cet après-midi. Donc on va être sur les nouvelles fonctionnalités, nouveautés de DB23C. Et puis on se retrouvera ensuite jeudi matin, une session donc dédiée à la sécurité, sécurité de vos bases de données, sécurité des datas. Et puis jeudi après-midi, voilà une session que j'apprécie, comme je disais ce matin, qui va être orientée sur la data qui est utilisée dans le sport. Vous savez qu'à Oracle, on investit autour du sport, dans la Formule 1, dans la voile, dans le football avec la Première Ligue. Voilà, tous ces éléments de données qu'il faut savoir restituer donc en temps réel et avec lesquels aussi on peut aider donc les équipes à performer et aux fans de suivre les compétitions. Donc voilà, notez dans vos agendas, c'est à 14 heures jeudi après-midi. On va enchaîner donc tout de suite avec nos intervenants. Sachez qu'à tout moment, on a donc ce programme Oracle Free Tier qui permet d'utiliser donc gratuitement notre cloud Oracle, voilà, dans des scopes limités. Mais vraiment, si vous avez donc l'occasion, on le verra tout à l'heure, d'utiliser la DB23C, vous pouvez utiliser ce genre de programme pour tester et même mettre en ligne des applications très simples. Et ensuite, on a un programme avec un crédit qui permet d'utiliser l'ensemble des services disponibles dans OCI, 300 $ de crédit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Également, je vous invite à rejoindre ce groupe LinkedIn, tout en français, où nos experts s'expriment et on met à disposition donc le contenu des différentes sessions, voilà, justement des replays de la Data Week seront disponibles donc dans quelques jours sur ce groupe d'échange. Là aussi, il y a un petit QR code à scanner. Le Safe Harbor, voilà, ce qu'on va dire cet après-midi n'a pas valeur de contrat. Hop. Et puis nos intervenants. Donc tout à l'heure, nous écouterons donc Vincent Mercy, qui est expert technologie solution engineer et qui est notamment spécialisé sur la sécurité. On écoutera Virgile aussi Crévon, qui est technologie solution engineer chez Oracle France. Et puis je vais passer tout de suite la parole à Nicolas Désira pour le début de la DB23C. À toi, Nicolas. Merci, donc bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue sur cette session autour de la 23C des nouveautés. Donc en guise d'introduction, et avant de parler vraiment des nouveautés de la 23C, on va faire un petit aperçu contextuel autour de la version 23C. Donc d'abord, sachez que la base 23C est d'ores et déjà disponible pour l'utilisation. Donc vous avez deux modes d'utilisation actuels. Vous avez la partie Oracle Database 23C Free Developer, donc que vous pouvez télécharger sur le site d'oracle.com. Donc vous avez également le QR code pour télécharger si vous souhaitez. Donc vous pouvez télécharger cette version qui
qui est limité bien sûr, hein, puisqu'elle est limitée à 2 CPU, 2 Go de RAM, 12 Go de données, mais elle est là vraiment pour que vous puissiez tester et valider les nouvelles fonctionnalités, voir si elles sont intéressantes pour vous et ce que vous pourrez faire ensuite avec cette nouvelle version. Et puis elle est également disponible maintenant dans le cloud Oracle, donc sur OCI, hein, et donc elle est disponible en Oracle Base Database Service. Et donc vous pouvez dès maintenant déployer cette nouvelle version sur vos environnements cloud et travailler avec. Sachez que la prochaine version qui va sortir en prem, pour la partie on-prem et pour la partie Exadata, ExaCC, etc., on attend la version au courant premier semestre 2024. Donc à ce moment-là, vous pourrez utiliser la base Oracle 23 on-premise sur vos environnements directement. Donc cette base 23C, hein, toujours en termes de contexte, elle continue la vision qu'on a chez Oracle depuis toujours, hein, cette vision de convergence. Hein, donc la base de données convergée, c'est la capacité d'utiliser la base Oracle pour tout type de données et tout type de workload. Donc on prend en charge évidemment toute la partie relationnelle, la partie analytique, mais on peut également faire du JSON, on peut faire du graph, on peut faire du XML, et on va continuer avec la 23C sur cette lancée, sur cette pente. Bien sûr, on va pouvoir profiter avec ça d'avoir une base qui est toujours évolutive, disponible et sécurisée. Et puis le deuxième pan, c'est aussi la simplification de nos environnements. Et donc là, on a la partie notamment Oracle Autonomous Database qui va au bout de la démarche et qui vraiment permet de faciliter, de fournir un service de base de données quasiment en mode SaaS, donc avec quasiment aucune action à faire pour manager et gérer la base. Donc simplement, vous provisionnez votre base et vous pouvez l'utiliser directement, vous pouvez travailler dessus sans avoir à vous soucier de la partie patching, de la partie gestion de l'infrastructure, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux pans. Sachez également que la base de données convergée, ce qui est très intéressant, c'est que le moteur Oracle, hein, c'est le moteur le même que vous allez retrouver, peu importe le déploiement que vous allez faire. Que vous soyez sur du on-prem, que vous soyez sur du cloud, c'est toujours un moteur Oracle que vous avez en dessous. Et donc, la partie convergée que vous avez, que je vais vous décrire aujourd'hui, vous allez la retrouver sur n'importe quel type de déploiement. Un point important également quand même sur la partie release. Hein, donc, vous savez que depuis 2018, hein, le calendrier des releases Oracle a changé. Et donc maintenant, on a deux types de release. On a la partie Innovation Release qui est sur 2 ans de support premier sans support étendu. Et puis, on a la partie Long Term Release qui va bénéficier de 50 supports premiers et 3 ans de support étendu. Alors, vous pouvez remarquer quand même qu'il faut toujours se référer à la note MOS concernant les releases, hein, donc la My Oracle Support, donc pour avoir le calendrier des releases à jour. Et puis un point important, comme vous pouvez le voir sur la 19C, on a rajouté finalement du support étendu en Wave. Ça veut dire que vous aurez, sans coût additionnel, vous aurez le support étendu. Et ça, évidemment, dans l'optique où vous avez effectivement la 23C qui sort en 2024 et que la fin de support officiel de la 19C était mi-2024, parce que c'était un petit peu court pour laisser à nos clients le temps de migrer vers la 23C. Donc, on a rajouté 2 ans de support de manière à ce qu'ils puissent migrer, avoir toute une fenêtre pour un overlap pour pouvoir migrer plus facilement de la 19 à la 23. En termes de chemin d'upgrade, juste pour information, donc sachez qu'effectivement, vous allez pouvoir migrer sur la 23C directement depuis une version 19 ou depuis une version 21. Par contre, si vous êtes sur des versions un peu plus anciennes, il y aura un saut donc, à faire et donc il y aura une étape à faire avant de pouvoir migrer directement en 23. Vous devrez passer soit par la 19, soit par la 21. Un élément également important au niveau de l'architecture, hein, je le rappelle tout le temps, l'architecture multitenante à partir de la 21, c'est la seule architecture disponible sur les versions Oracle. Donc il faut vraiment dès maintenant penser à migrer sur l'architecture multitenante, ce qui ne veut pas dire qu'on vous demande d'utiliser l'option, hein, mais simplement l'architecture, c'est celle-ci qui devra être obligatoire. Un point également important, pour toutes ces parties d'upgrade, on a un outil très, très pratique qui s'appelle autoupgrade.jar que vous pouvez télécharger sur My Oracle Support qui vous permet d'automatiser, d'accélérer toute la partie migration. Et cet utilitaire prend également la prise en charge de la migration vers une architecture standalone, vers du multitenante. Donc vraiment utiliser cet outil-là, c'est extrêmement pratique. Donc la 23C, hein, c'est la nouvelle release, elle comporte plus de 300 nouvelles fonctionnalités et améliorations. Hein. Et bien sûr, la plupart de nos clients sont encore en version 19, hein, puisque potentiellement la plupart des clients utilisent plutôt les long-term release plutôt que les versions d'innovation. Donc effectivement, quand vous allez migrer en 23, finalement, ce n'est pas 300 nouvelles fonctionnalités que vous allez avoir, c'est 500, parce qu'en fait, la 21C, c'est quasiment 200 nouvelles fonctionnalités, et la 23C, c'est 300. Donc vous vous retrouvez finalement avec un
un cumul de 500 nouvelles fonctionnalités au niveau de la base Oracle. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc vous aurez un saut majeur en termes de fonctionnalités quand vous passerez de la 19 à la 23. Donc voilà un petit schéma de l'ensemble, un schéma synthétique de l'ensemble des modifications ou des améliorations qui sont apportées à la version 23C. Donc ça couvre un peu tous les domaines. Les domaines par exemple de transactions avec la priorité sur les transactions, les types de données booléens, beaucoup d'améliorations aussi au niveau SQL. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement importantes et intéressantes dans ce domaine-là. Aussi des choses au niveau de l'architecture, notamment la partie sharding avec les bases de données globales distribuées, la partie de patching aussi, on va pouvoir faire du rolling patching beaucoup plus facilement qu'avant. Donc il y a énormément de choses en termes de sécurité également. Et puis en termes de développement, il y a beaucoup de choses sur la partie JSON qui est vraiment poussée en avant, notamment avec ce qu'il y avait déjà sur la partie 21C, on avait rajouté le JSON en termes de data type natif. Et donc là, on continue finalement cette intégration de la partie JSON dans la base Oracle. Et on a vraiment une base qui peut être complètement une base documentaire. Donc c'est toujours la partie convergence qui nous intéresse à ce moment-là. Bien sûr, il est un peu illusoire de se dire qu'on va pouvoir aujourd'hui présenter l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités. Donc on a fait le focus sur quelques-unes de ces nouvelles fonctionnalités. Donc la première partie, on va plutôt parler de la partie AI Vector Search et IA générative, donc comment on va pouvoir intégrer ces nouvelles fonctionnalités à l'intérieur du moteur de la base. Ensuite, on verra la partie Property Graph et JSON avec Virgile. Et la partie sécurité, également très important avec Vincent, sur la partie Firewall, donc qui est l'intégration d'un firewall directement au niveau de votre moteur Oracle, de manière à éviter les attaques de type injection SQL, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et donc on va démarrer sur la partie intelligence artificielle. Donc quelles sont les capacités d'intelligence artificielle native que l'on aura dans la base de données 23C? Donc on aura bien sûr une partie in database, donc la partie machine learning, modèle prédictif qui est dans la base de données. On va rajouter également la partie AI Vector Search, qui est l'intégration d'une base de données vectorielle à l'intérieur du moteur Oracle. Et puis aussi comment on va pouvoir aller travailler avec des IA génératives et comment on va pouvoir essayer de récupérer de contenu depuis l'extérieur avec les IA génératives et comment on va pouvoir enrichir finalement nos données métiers, nos données de développement avec des IA génératives. Alors, première chose, déjà, la base de données Oracle est un moteur de machine learning. Donc ça, ce n'est pas nouveau, en fait. Alors, la plupart des clients ne le savent pas, mais on peut faire du machine learning avec Oracle depuis très longtemps déjà. Ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Et alors, il n'y a pas de nouveauté en termes de fonctionnalité. Par contre, en termes d'algorithmes, à chaque release, on rajoute des algorithmes pour gérer le maximum de types de modèles différents à l'intérieur de la base. Donc, on va être capable de faire beaucoup de prévisions directement dans la base avec les données qui sont dans la base. Donc, on utilise pour ça le modèle de langage SQL, bien sûr, par défaut, mais on l'a aussi enrichi avec des appels Python ou des appels R. Donc, on peut travailler directement en Python ou en R pour aller interroger et pour aller créer des modèles, entraîner des modèles directement sur la base et les exploiter également avec ces mêmes API directement dans la base. Donc, extrêmement intéressant. Et puis, on a donc plus de 30 algorithmes de machine learning qui sont intégrés dans la base Oracle. Et l'intérêt, bien sûr, du machine learning pour la base Oracle, et de le faire dans la base, c'est évidemment d'éliminer les mouvements de données qui sont peu performants, bien sûr, et puis qui ne sont pas sécurisés également, puisque vous allez devoir sortir des données de production potentiellement, et avec un niveau de sécurité qui ne sera pas forcément le même que celui que vous avez dans la base de données Oracle. Donc ça, c'est vraiment les grosses fonctionnalités intéressantes du machine learning dans la base de données Oracle. Alors maintenant, on va démarrer sur la partie vecteur. Donc, quels sont d'abord les types de données générées? Alors, il faut savoir qu'effectivement, la plupart des données qu'on a dans les bases Oracle étaient jusqu'à présent relationnelles, mais il y a une étude qui a été faite il y a peu de temps et qui montre qu'en fait, à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain, vraiment demain, on va avoir quasiment 70% à 80% des données mondiales qui seront non structurées, donc qui ne seront pas des données relationnelles. Et pour travailler sur ces données non structurées, on utilise en général dans l'intelligence artificielle des données de type qu'on appelle AI vector ou vecteur. Donc c'est ces données-là qu'on va utiliser pour travailler sur les données non structurées. Donc les vecteurs, c'est quoi? C'est une représentation sémantique d'images, de documents, de vidéos. Donc pour créer ces vecteurs, en fait, on va utiliser des algorithmes de machine learning qui peuvent être différents suivant les types de documents. Donc on va utiliser des algorithmes spécifiques pour la partie image, pour la partie texte, pour la partie audio, pour la partie vidéo. Et avec ceci, on va créer des vecteurs.
Donc les vecteurs, c'est quoi? Ce sont des suites de nombres qu'on appelle dimensions et qui vont capturer les caractéristiques importantes des données. Alors c'est extrêmement important, bien sûr, dans le monde de l'intelligence artificielle parce que ça permet de caractériser les données et de faire comprendre aux ordinateurs la manière dont fonctionnent ces données, de leur donner la signification, le contenu sémantique de la donnée, ce qui permet de travailler avec les ordinateurs, avec l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple très simple de ça. Si vous prenez les caractéristiques d'une maison, vous avez une photo d'une maison et si vous vectorisez cette maison, vous allez avoir une suite de nombres, des dimensions qui vont vous définir, par exemple, quel est le type de toit de la maison. Si c'est un toit comme sur cette photo, un toit plat par exemple, la décoration, le nombre de niveaux, les fenêtres, ça pourrait être les fenêtres, ça pourrait être l'environnement, enfin ça pourrait être plein de choses. Et tout ça, ça va te donner une suite de vecteurs. Et avec ça, en fait, une fois qu'on aura ces informations-là, on va les stocker dans la base pour y accéder directement. Et une fois qu'on les a stockés, on va pouvoir faire des comparaisons entre ces différents vecteurs pour savoir quelle est la similarité entre les différentes images, par exemple, basées sur les informations des vecteurs qui ont été extraites de ces images. Et donc là, on s'aperçoit que dans ce modèle-là, on a des images qui sont semblables parce que globalement, on a une façade qui est relativement identique, une pente de toit qui ressemble beaucoup et qu'on est bien sûr très différent de la première photo qu'on a vue au départ. On n'a pas du tout le même type de toit, on a 2 étages, etc. Donc voilà, c'est ce qui permet vraiment de modéliser et puis de faire une recherche par similarité de différents contenus dans les vecteurs. Alors maintenant qu'on a fait ça, qu'on a vu ce qu'étaient les vecteurs, comment est-ce qu'on va utiliser ces vecteurs avec nos bases de données et avec nos données relationnelles? Donc une des premières stratégies que certains utilisent, ça consiste à avoir une base spécialisée pour faire ça, une base de données vectorielle. Donc ça, c'est des gens qui le font, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous allez fragmenter vos données parce que vous allez devoir faire un effort d'intégration potentiellement pour pousser vos données sur ces bases de données vectorielles, potentiellement également pour gérer ces bases, puisque finalement, c'est des compétences qui ne sont pas les mêmes. Vous allez devoir avoir différentes compétences au niveau de vos équipes pour travailler sur de la base Oracle ou de la base autre chose, ou d'autres bases, ou sur la base de données vectorielles. Également, vous allez avoir un effort d'intégration, de vérification aussi, de support entre les différentes versions des différents moteurs que vous allez gérer. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe de gérer ce genre de choses. Et nous, ce qu'on préconise chez Oracle, et je reviens par rapport à ce que je vous disais au début du slide, au début de cette présentation, c'est que nous, on préconise plutôt la partie convergée. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire que mettre la base de données vectorielle au niveau du moteur Oracle, ça vous donnera beaucoup plus de facilité pour l'utiliser avec vos données métiers, parce que vous n'avez pas d'effort d'intégration, aucun effort à faire pour croiser ces données. Et vous allez pouvoir finalement croiser les données vectorielles avec vos données relationnelles, mais vous allez aussi pouvoir les croiser avec les données qui sont en JSON que vous avez mis dans la base, avec les données XML que vous avez faites. Donc toutes ces données qui sont au même endroit sont beaucoup plus facilement utilisables parce qu'elles vont utiliser le même langage simple que tout le monde connaît, c'est-à-dire le SQL. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple de pouvoir faire ça. Et puis bien sûr, en termes de gestion, en termes de production, c'est beaucoup plus simple à gérer parce que finalement, vous allez gérer une sécurité, un type de noyau et vous n'allez pas avoir une multitude de solutions diverses pour gérer tout ça. Et donc, on introduit à partir de la 23C la fonctionnalité Oracle AI Vector Search, qui est en fait une base de données vectorielle qu'on intègre dans le moteur Oracle à partir de la 23C. Alors, dans les 23C qui sont sortis dont je vous parlais au début, ce n'est pas encore disponible, ça va être disponible à partir du premier semestre 2024. Donc, au moment où ça va sortir en prémisse, on va avoir la partie AI Vector Search qui va être intégrée. Donc, c'est conçu pour être simple et facile à comprendre. Donc, il n'y a pas de complexité. On va utiliser l'IA, on ne va pas demander aux DBA ou aux développeurs d'être data scientist. On va simplement fournir les outils pour utiliser ce qui a déjà été entraîné, construit par d'autres personnes que vous. Et donc, on va intégrer des nouveaux types de données vecteurs à l'intérieur de la base pour stocker les données. On va avoir des nouvelles syntaxes et fonctions SQL pour faire la recherche de similarité. Et puis, on va aussi créer des nouveaux index pour avoir une meilleure performance sur la recherche d'informations et de similarité au niveau des vecteurs. Alors, les types de données, on va créer donc le vecteur. Donc, vous voyez qu'on va utiliser exactement comme on pourrait n'importe quel type de champ dans la base Oracle, avec simplement la spécificité du mot vector. Il y a de manière optionnelle, on peut rajouter le nombre de dimensions et le format, mais on peut aussi simplement indiquer vector et ça marchera également. Et puis en termes d'opérateurs, on va utiliser l'opérateur vector distance qui va permettre de vérifier la similarité entre les vecteurs pour faire en général un order by
qui permettra d'avoir les images les plus similaires qui se suivent les unes à la suite des autres. Pardon. Et on va utiliser pour ça des algorithmes de machine learning qu'on va intégrer évidemment dans le moteur Oracle, des algorithmes de distance euclidienne, de similarité de cosinus. Hein, donc c'est des algorithmes standards dans l'utilisation de la recherche vectorielle. Donc c'est pareil, là il n'y a rien non plus à savoir en termes de DBA. Simplement, ça sera fourni et vous aurez simplement à l'utiliser au quotidien. Évidemment, là, pour rechercher, ce qui est simple, c'est que la distance la plus courte sera celle qui vous dira la meilleure similarité entre les différents éléments. On va bien sûr rajouter également des index sur ces vecteurs. Hein. Donc on va créer 2 nouveaux types d'index qui permettront d'avoir des recherches beaucoup plus efficaces sur la partie vectorielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser les index qu'on a actuellement, que ce soit les bitries et les bitmaps. Ça ne sera pas du tout efficace. Donc on va rajouter 2 nouveaux types d'index pour pouvoir gérer ces données vectorielles. Et puis en termes de requêtes SQL, ça va être extrêmement simple. Hein. Comme vous voyez, on va pouvoir faire des requêtes du type, comme elles sont affichées à l'écran, hein, avec simplement le rajout des opérateurs vecteur-distance, le rajout également de la partie approximate. Et avec ceci, on va indiquer finalement au moteur qu'on fait une recherche par similarité. Et donc le plan d'exécution sera en fonction de ce que vous avez demandé là. Et vous allez voir très facilement finalement, sans avoir besoin de compétences particulières, pouvoir utiliser les données vectorielles que vous avez mises dans votre base de données. Et de là, l'avantage de la convergence, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire des requêtes et vous allez pouvoir coupler finalement énormément de choses à l'intérieur de la même requête. Vous allez pouvoir bien sûr mêler des données relationnelles, mais vous allez peut-être mettre aussi une partie graph ou une partie JSON dans votre requête, parce que vous pouvez les croiser ensemble. Vous allez pouvoir utiliser des fonctions complexes qui sont proposées par le moteur Oracle, hein, toutes les fonctions de fenêtrage par exemple au niveau analytique. La partie agrégation, vous pouvez aussi bien sûr grouper tout ça. Et donc là, vous voyez, sur cette requête, on va pouvoir avoir différentes utilisations de différentes fonctionnalités du moteur Oracle. Notamment, on peut aussi intégrer de la partie spatiale à l'intérieur de votre requête. Donc vous allez avoir une requête extrêmement complexe en termes de pas d'écriture, mais en termes de fonctionnalités et d'outils, enfin de types de données utilisées. Et tout ça en écrivant simplement une requête. Et bien sûr, ça, on peut le faire sur une base de données qui est convergée. C'est quasiment impossible sur une base vectorielle notamment et sur une base spécialisée. Donc c'est vraiment l'avantage de la convergence, c'est vraiment de pouvoir croiser ces données différentes les unes avec les autres. Et si on donne un exemple d'application, par exemple dans l'IA, hein, avec cette partie vectorielle, on pourrait très bien avoir une application, par exemple, de recherche de logement. On va fournir, la personne qui cherche un logement va fournir une photo du logement qu'il cherche, et on va pouvoir essayer de matcher avec les photos. Et on voit bien que là, il y a un problème, parce que cette photo-là, elle va peut-être matcher avec certaines autres photos, mais peut-être que moi, ça ne va pas m'intéresser. Si la photo de la maison qui match, elle se retrouve en Nouvelle-Papouasie ou quelque chose comme ça, c'est pas évident pour moi, qui habite Paris, de récupérer cette information et d'acheter cette maison. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir croiser la donnée vectorielle, donc la recherche qu'on vient de faire au niveau du vecteur, avec les données d'entreprise et peut-être avec des données clients, c'est-à-dire le lieu de prédilection, quel est le budget qui m'intéresse, est-ce que peut-être des informations aussi de localisation, est-ce qu'il y a des écoles à côté, etc. Ce genre de choses qui vont contextualiser la recherche et qui me permettront donc d'être plutôt beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient dans mon application pour proposer à la personne qui cherche le bon produit finalement. Donc, les cas d'usage de cette recherche vectorielle, hein, bien sûr, on peut faire de la recherche sémantique sur des documents, hein, donc savoir quels sont les documents pertinents par rapport à une question d'utilisateur. On peut faire de l'analyse de sentiments, bien sûr, sur les différents documents. On peut faire de la reconnaissance faciale. On peut rechercher des défauts dans des objets. Par exemple, s'il y a des fissures ou des bosses sur certains objets, on peut les repérer effectivement avec la partie vectorielle. Et puis aussi la partie détection d'anomalies ou de fraude qu'on peut bien sûr utiliser dans des cas d'usage comme ceci. Donc les bénéfices à apporter. Donc, pourquoi Oracle c'est intéressant dans ce cadre-là? Parce que finalement une grande partie des données sont déjà opérationnelles, sont utilisées par des bases Oracle. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis donc du coup pour Oracle ça va apporter la facilité d'incorporer finalement ces vecteurs directement aux données d'entreprise, donc pouvoir les croiser les unes avec les autres. Ça va permettre de faire des prédicats conditionnels et relationnels avec des données relationnelles. Ça va vous permettre
de sécuriser finalement vos données parce que les vecteurs et les données vectorielles vont rester dans la base Oracle. Vous n'avez pas besoin de les migrer ou de les transférer vers un autre système, donc de perdre au passage de la sécurité. Et puis bien sûr la partie convergée, hein, vous allez avoir toute la partie JSON, etc., qui va être intégrée et que vous allez pouvoir croiser directement. Alors effectivement, on rajoute la partie sémantique à la recherche relationnelle, donc c'est extrêmement intéressant. Mais on va pouvoir encore aller plus loin, puisqu'on va pouvoir maintenant rajouter de l'IA générative directement, et grâce au, fait, au rajout des bases vectorielles à l'intérieur du moteur. Alors, avant de démarrer, effectivement, quels sont les écueils qu'on rencontre en général sur les IA génératives et sur les LLM, hein. Donc c'est ce qu'on appelle la partie hallucination. Donc c'est-à-dire effectivement, on a des plateformes qui ne sont pas toujours à jour en termes d'IA, donc potentiellement le modèle n'a pas toutes les informations les plus récentes, donc forcément on ne peut pas avoir les meilleures réponses à chaque fois. On n'a pas forcément la source de données. On n'a pas non plus la connaissance des données privées ou des données d'entreprise, donc ça peut être embêtant dans le cas d'applications d'entreprise, parce que potentiellement on ne va pas connaître les données privées, donc c'est vraiment un gros manque au niveau d'entreprise. On a également des informations qui ne sont pas toujours fiables, qui voire même sont de temps en temps erronées, donc c'est toujours un peu le risque avec ça. Et puis sur les sujets pointus, les connaissances des IA sont extrêmement limitées. Et donc l'intérêt de la base vectorielle, c'est vraiment d'enrichir finalement les IA génératives avec du contenu beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, et peut-être un contenu qui est possible plus focusé sur vos données d'entreprise et sur vos données à vous. Et donc on va pouvoir finalement enrichir le modèle, et c'est une technologie qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, qui permet de rajouter finalement du contenu privé à l'IA générative de manière à avoir des réponses beaucoup plus pertinentes. Donc, comment fonctionne ce modèle-là, hein? Donc, l'idée, c'est qu'en fait, la question de l'utilisateur sous forme de langage naturel est encodée, envoyée à la base de données vectorielle, donc à la base Oracle pour le coup. Et avec ces données-là, on va les chercher dans les documents, ceux qui contiennent les informations qui vont nous intéresser pour la recherche. Ensuite, le contenu de ces recherches va être envoyé directement à l'IA générative ainsi que la question, de manière à ce que cette IA générative puisse fournir une réponse beaucoup plus éclairée à la question qui a été posée par l'utilisateur, avec les données d'entreprise qu'on a pu récupérer. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, parce que c'est quelque chose qui existe déjà en partie, et notamment sur la partie Autonomous Database. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Select AI, et qui permet justement d'aller aider notamment les développeurs pour générer et exécuter directement le code SQL à partir d'un langage, à partir d'une demande en langage naturel. Donc j'ai une petite démo qui va vous montrer ça. Donc, à savoir, juste avant la démo, en préalable, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut simplement enregistrer dans le moteur avec un package le fait qu'on va utiliser l'IA générative. Donc on va décider si on fait par exemple OpenAI, ChatGPT ou potentiellement Cohere. Donc on peut utiliser les deux moteurs pour faire les appels. Et simplement, on va aussi enregistrer les métadonnées de l'application. Donc c'est-à-dire les tables, le design des données, les colonnes, etc. Et comme ça, avec ces informations-là, on pourra envoyer ces informations directement à l'IA générative qui pourra nous renvoyer le résultat sous forme SQL. Donc la démo démarre. Donc, la démo, elle est partie en fait sur une application de film, de location de films, hein, de streaming de films. Et donc c'est une démo qui est faite en Apex. Donc on va d'abord vous montrer ce que ça donne au niveau de l'application Apex, et ensuite vous verrez ce qui se passe de manière sous-jacente au niveau SQL. Donc l'application Apex, elle est déployée, et on va simplement poser des questions en langage naturel directement au niveau de l'application. Et vous voyez qu'on a un petit bouton Ask Database qui va récupérer l'information. Donc là, vous voyez, je ne pose aucune question, je ne fais aucun SQL. Je pose une question naturelle directement à l'application, et elle me renvoie des résultats automatiquement. On va voir qu'on peut utiliser soit la partie IA générative augmentée, soit la partie IA générative directement. Par exemple, là, quand on demande l'information sur Polaroid, du coup, c'est l'information qui est fournie directement par ChatGPT et pas en fonction des données que moi j'ai envoyées. On a différents modes dans ce cadre-là. Donc là, vous voyez qu'on peut explorer facilement la donnée et avoir très facilement les informations sur les films qui sont à l'intérieur sans générer aucune requête. Donc typiquement, là, si je fais une nouvelle demande,
donc toujours en langage naturel, et je regarde le SQL qui est généré. En fait, j'ai rien écrit. Simplement, l'IA générative a renvoyé la requête SQL en fonction de la question que j'ai posée et des métadonnées qui sont données au niveau de l'instance Oracle. Donc, si on regarde avec SQL Developer, en fait, on a deux tables, la table Movies et la table Streams. Et on a la fonction Select AI, dans laquelle on peut spécifier si c'est du chat, si c'est du run SQL, si c'est du narrate ou du show SQL. D'accord ? Donc la chat, c'est vraiment l'appel à l'IA générative, comme si vous posiez la question directement au niveau de ChatGPT. Ensuite, quand on va faire le narrate, en fait, on va exécuter la requête et on va lui demander, avec le contenu du résultat, d'enrichir avec le contenu que lui connaît côté IA générative. D'accord ? Ça, c'est la partie narrate. Ensuite, on va avoir la partie run SQL qui est la partie par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait run SQL et qu'on demande la question, il exécute automatiquement la requête sans qu'on regarde ce qui se passe. Et puis la dernière chose, c'est la partie show SQL. À ce moment-là, on fait select AI, on pose la question, on récupère le contenu de la requête SQL et on ne l'exécute pas. Donc voilà les différents types qui sont disponibles avec select AI. Donc ça, vous pouvez déjà, si vous souhaitez, l'utiliser sur la partie Autonomous Database. Et vous l'avez également, si vous voulez vous entraîner, vous avez un Live Labs côté Oracle. Alors, si vous connaissez les Live Labs, peut-être qu'on donnera le lien. Et il y a un Live Labs qui permet de faire ces exercices pour vous entraîner, pour voir comment fonctionne la partie intégration avec l'IA générative côté Autonomous Database. Et sachez qu'évidemment, cette version-là que vous voyez là en démonstration, elle va être disponible très prochainement également dans la partie Oracle directement. Donc, elle sera disponible en prémisse. Donc là, dans tous les déploiements Oracle, de la même manière que le vecteur AI. Donc là, on peut voir qu'il génère automatiquement du SQL et puis effectivement, c'est enrichi par des informations contextuelles. C'est-à-dire que quand on pose une question sur Harrison Ford, on ne spécifie pas que c'est un acteur, mais comme c'est l'IA générative à qui on envoie la question, finalement, la partie Harrison Ford, il sait qui c'est, forcément, et donc du coup, il va le déclarer en tant qu'acteur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites automatiquement et extrêmement pratiques. Et donc là, évidemment, pour les développeurs, c'est un gros avancée parce que du coup, potentiellement, ça leur évite de taper des lignes de code et des lignes de code pour faire de la requête SQL. Ils peuvent très bien le générer automatiquement avec cet outil-là, sans avoir besoin de l'écrire eux-mêmes. Et comme vous voyez, ça marche dans toutes les langues. Hein. Ce n'est pas uniquement en anglais. Vous pouvez poser des questions dans divers langages et vous aurez une réponse de la part de Select AI. Donc l'intérêt des bases vectorielles, hein, vraiment, vous l'avez compris, je pense que c'est d'enrichir effectivement la partie IA générative avec du contenu privé, du contenu d'entreprise, et qui vont pouvoir enrichir vos applications et aider également les développeurs à travailler avec. Et donc l'intérêt, c'est qu'évidemment, vous allez résoudre les problèmes d'hallucination, parce que finalement, vous aurez un contenu plus juste que vous allez envoyer et qui sera récupéré de manière beaucoup plus pertinente par l'IA générative. Vous avez effectivement une base de connaissances qui est en temps réel et à jour, donc pas de problématique de moteur entraîné dans le passé. Typiquement, un ChatGPT 3.5 qui est ancien, vous n'avez pas les informations. Là, c'est pas le cas. Vous allez finalement avoir vos propres informations. Donc, c'est vraiment beaucoup plus intéressant dans l'utilisation au quotidien pour les applications. La partie, effectivement, pour les développeurs, et c'est extrêmement important parce que, comme vous l'avez vu là, on peut vraiment avoir, pour les développeurs, l'intérêt de générer automatiquement les requêtes SQL. Alors là, c'est un exemple très simple, mais sachez qu'il y a des modèles qui sont entraînés, on est en train d'entraîner au fur et à mesure pour que ce soit de plus en plus performant, et donc on pourra faire des requêtes beaucoup plus complexes et beaucoup plus performantes, juste avec l'intégration des IA génératives. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en devenir et qui va vraiment être très important pour la productivité des développeurs. Par exemple, pareil, pour générer les applications, les modèles, très bien, l'IA générative peut très bien savoir si les données doivent être stockées plutôt en ligne, plutôt en document, plutôt en forme graphe. Donc il y a différentes méthodes et ça, l'IA générative pourra le faire également pour vous. Et puis la partie Apex aussi. Hein, L'Apex, c'est un low-code embarqué dans la base et on pourra générer avec Apex des blueprints directement avec l'IA générative. Donc pour finir, hein, générative IA et AI et AI Vector Search, ça va démocratiser l'IA. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de complexe à utiliser ou de demander aux DBA d'être data scientist. C'est vraiment comment on va utiliser des choses qui ont été pré-entraînées, qui ont été construites pour vous, et comment ça va vous simplifier finalement la vie. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui. Et tout le monde peut être utilisateur d'IA dans ce cadre-là, puisque finalement, c'est simplement l'utilisation d'outils qui ont été développés auparavant. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Virgile pour la partie graph. Merci. Merci Nicolas.
Ça va être difficile de passer après toi. Je peux avoir la zapette, s'il te plaît? Merci. Donc, moi, je vais rester dans la continuité du discours de Nicolas, à savoir l'intégration de plus en plus poussée des fonctionnalités dans le moteur de base de données, donc la notion de base de données convergée. Donc, moi, je vais vous parler des nouveautés sur le modèle graphe. Donc, je vais vous poser déjà une question. Pourquoi des graphes? Pourquoi des graphes aujourd'hui? Parce qu'en fait, le modèle relationnel, il ne va pas être en capacité de donner facilement des réponses à certaines questions. Là, quand je vois ça, et je vous pose la question, est-ce que A dépend de F? Ce n'est pas évident. Moi, je vois des colonnes avec des lettres, et je sais pas répondre facilement à la question. Si je change d'abstraction et que je pars sur un modèle graphe, donc je vais modéliser des connexions entre des nodes. Et là, visuellement, je peux répondre facilement à cette question. Est-ce que A et F sont reliés entre eux? La réponse est oui. Je suis capable de le faire facilement et simplement. Donc, pourquoi aujourd'hui on va vous parler de graphes? Bon, déjà, c'est des questions qui sont aujourd'hui posées par nos clients parce qu'ils sont à la recherche de solutions dans certains cas d'usage. Et le graphe répond à ces solutions. Mais c'est surtout que finalement, le modèle relationnel, il n'est pas complètement adapté à notre environnement. Aujourd'hui, les connexions sont partout. Vous avez votre réseau social, les transactions bancaires, vous donnez de l'argent à votre fils, à votre mère, vous en récupérez. Donc tout ça, ça se modélise sous forme d'une topologie réseau, donc un graphe. Mais si vous allez plus loin, réseau des transports, la supply chain, vos interactions, tout ça, ce sont des modélisations graphes. Donc ce qu'on va vous proposer aujourd'hui avec la base de données Oracle, c'est d'utiliser les graphes comme un outil pour permettre d'aller au-delà dans vos données et exploiter les connexions de vos données. Donc, qu'est-ce qu'un graphe de propriété? Alors, ça vient avec un peu de jargon. Donc, imaginez que vous êtes sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous êtes un individu, donc ce sera représenté par le petit rond, ce qu'on appelle un sommet ou une node. Vous allez créer des relations dans LinkedIn, toujours pareil. Vous allez vous connecter à des individus. Donc, en graphe, ça s'appelle une arête ou un edge. Tout ça, vous allez pouvoir donner des noms, vous allez créer des labels et vous allez pouvoir enrichir avec des attributs, donc des propriétés. Sur LinkedIn, je suis Virgile Crevon, j'ai 48 ans, j'ai mon CV qui est passé à tel endroit, je suis en relation avec d'autres personnes. Donc gardez bien à l'esprit que la modélisation graphe, ça ressemble à ce que fait LinkedIn, et d'ailleurs LinkedIn utilise du graphe pour vous identifier, vous dire vous êtes à 2, 3, 4 niveaux d'une telle personne quand vous souhaitez vous connecter avec elle. C'est assez facile. Donc, si on parle sur les cas d'usage aujourd'hui sur le graphe, donc un des cas d'usage classiques, c'est dans le e-commerce, c'est l'analyse Customer 360. Donc avec les graphes, vous allez pouvoir modéliser et faire des recherches de clusters, c'est-à-dire vous allez pouvoir, avec des visions marketing, derrière tout ça, on ne fait pas ça gratuitement, c'est pour pouvoir faire du marketing par exemple. Vous allez identifier des clusters d'individus et qui vont pouvoir être la cible de campagnes de marketing. Ou alors, vous allez pouvoir faire de la prédiction, utiliser un algorithme de prédiction de branches qui va vous dire, pour tel type de client, je peux produire telle recommandation. Donc ça, avec les graphes, vous pouvez le faire dans le mode e-commerce. Sur le secteur manufacturing, donc un secteur que je connais un peu avec mon expérience, vous allez pouvoir analyser les dépendances de pièces, donc dans des relations hiérarchiques complexes sur des pièces, dans ce qu'on appelle la BOM. Vous allez pouvoir, par exemple en aéronautique, vous allez pouvoir dire quel est, sur la version de la pièce 23, quel est le poids de la pièce. Ou alors, si je suis demain en rupture sur tel élément, comment ça va impacter ma chaîne de production? Tout ça, vous allez pouvoir le faire facilement avec des graphes. Ce sera des interrogations qui sont rapides et efficaces. Et le dernier cas d'usage classique, c'est la détection de fraude dans les services financiers. Là encore, les graphes vont énormément vous aider parce que souvent les banques jonglent avec des millions de comptes, des centaines de millions de transactions, et vous allez pouvoir détecter par exemple des flux d'argent circulaire, par exemple de la fraude à la TVA, ou alors une dilution, enfin ce qu'on appelle la superposition, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de passer sous le radar et d'envoyer de l'argent, de grosses quantités d'argent, mais sous forme de petites transactions sur un distributeur automatique pour pouvoir sortir l'argent du circuit. Donc tout ça, les graphes, c'est des choses qui vont être possibles en analyse de manière assez facile. Donc derrière les graphes, on a un langage open source qui s'appelle le PGQL.
Donc Property Graph Query Language. Donc Oracle participe activement aux spécifications de ce langage. Donc ça, il faut le savoir. C'est un langage qui est proche du SQL. Donc aujourd'hui, si vous êtes développeur SQL, vous êtes DBA, bah finalement, passer du SQL au PGQL, ça va être assez facile. Vous allez retrouver les close where, les likes, les chemins, les connect by. Tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans le langage. Donc facile de passer la marche. Je vous ai mis une petite comparaison entre qu'est-ce que vous faites en PGQL et qu'est-ce que vous faites en SQL. Alors ça, c'est dans la logique AppSimple. Aujourd'hui, vous allez passer un peu de temps. Si vous faites du PGQL, en 5 minutes, vous allez pouvoir répondre à la question qui est en vert. Si vous le faites en SQL, vous allez passer 10, 15, 30 minutes à écrire la requête récursive. Donc là, c'est là où vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce que vous allez acquérir une abstraction complémentaire qui va vous permettre de répondre plus facilement à certaines questions. Aujourd'hui, dans la base de données Oracle, je vous en ai déjà parlé dans les cas d'usage, Oracle va vous fournir un ensemble d'algorithmes. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de la prédiction de liens. Quand vous êtes dans le e-commerce, vous pouvez générer des produits similaires à un client si vous faites du market basket analysis. Vous pouvez faire de l'évaluation de structure si vous êtes dans une logique de détection de fraude. Vous allez détecter des patterns de circulation d'argent. Ou alors, vous allez pouvoir faire du pathfinding, là, dans le cadre d'une BOM, à savoir détection de la rupture d'une pièce. Quels vont être les impacts pour moi? Donc, alors, ça, c'est pour information. En discutant avec pas mal de gens, je me suis aperçu que les gens ne connaissaient pas le graphe et surtout ne savaient pas que c'était disponible dans la base de données depuis une dizaine d'années. En fait, depuis la 12.1.02, vous avez capacité à faire des analyses de type graphe. Pour ça, vous êtes obligé de mettre en place un serveur qu'on appelle PGX, c'est un serveur Java qui va travailler en mémoire, et vous êtes obligé de mettre en place une batterie d'outils clients. Graphe client, des command line interface, des outils de visualisation. La nouveauté dans la 23C, c'est qu'on va rester sur notre idée de la base de données convergée. C'est-à-dire qu'on va permettre, avec des outils existants en SQL pur, de faire des interrogations property graph directement au sein du moteur. Donc ça rejoint un peu ce que disait Nicolas sur la partie vector search. Tout ça, c'est intégré dans la base de données et vous pouvez le faire en Apex, vous pouvez le faire en SQL Developer, c'est inclus dans les drivers JDBC. Dans certains cas, vous n'avez plus besoin d'avoir de serveur PGX pour faire des requêtes graphes. Donc, je vous ai fait une petite démo. Alors, j'aime bien faire les démos moi-même. Donc, du coup, je me suis permis de la capturer. Dans cette démo, je vais vous montrer le support natif des property graph dans le moteur SQL. Je vais vous montrer que tout ça, c'est consistant. Pas besoin d'aller dupliquer la donnée ou de rafraîchir le graphe pour avoir les données à jour. Pour ça, j'ai utilisé la nouvelle clause match qui va introduire le PGQL et l'opérateur GraphTable pour pouvoir récupérer l'abstraction graph dans le SQL. Voilà. Et je termine la démo par une petite intégration de JSON qui permet de mixer les données. Je prends du JSON, j'ai des données relationnelles, je crée un graphe et j'en sors des résultats. Tout ça dans la base de données sur la même commande SQL. Voilà, donc je vais vous commenter la démo. La démo est un peu rapide, puisque nous sommes sur un temps limité. Donc, excusez-moi, je crois que la vidéo est-elle partie? Merci. Super, donc on va commencer par initialiser l'environnement graph. Donc je vérifie la version, évidemment, hein, parce que si vous êtes en 19C, ça ne va pas marcher. Donc en 23C, on vérifie. On va créer des structures. Pour ça, on va utiliser une nouvelle syntaxe qu'on a implémentée, les drop user if exist. Un nouveau rôle qui s'appelle Graph Developer. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a créé un utilisateur, on va se connecter, on va créer quelques tables, puisque les property graph dans la base de données 23C, c'est une abstraction, c'est une vue qui va se baser sur les tables. Donc il faut ramener des données. J'ai créé une table avec des super-héros. Les super-héros, ils ont des relations. Peter Parker, Batman, Wonder Woman. Et les super-héros vont faire des courses et ils vont acheter des fruits. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'abstraction qu'on peut avoir sur les graphes. Donc, pour créer le graphe, c'est facile. C'est la même syntaxe. Si vous utilisez déjà des graphes en Oracle 19, par exemple, c'est la même syntaxe. Vous la prenez. Vous voyez, je suis dans le SQL Developer. Je crée la structure, je suis connecté à aucun autre système. J'attaque directement la base de données. Je définis les vertex.
je définis les relations, donc les edges, à partir des objets relationnels que j'ai préalablement peuplés. C'est facile, efficace. Là, je crée un deuxième graphe parce que je souhaite avoir deux abstractions. Donc une abstraction qui sera sur les relations entre les super-héros et une abstraction qui sera sur les achats qu'ils réalisent au niveau fruits et légumes. Voilà, à partir de là, je suis toujours dans SQL Developer, je n'ai pas utilisé un autre outil. Je vais utiliser la clause GraphTable, donc l'opérateur, et la clause match. La clause match va me permettre d'utiliser les syntaxes PGQL, Property Graph Query Language. Et donc, je vais pouvoir amener la directionnalité, les notions de nœuds, tout ce qui fait les spécificités du langage PGQL. Donc, tout ça, ça marche, ça me renvoie bien des individus avec leurs relations sous une forme tabulaire, mais je vais vous montrer après la partie visuelle qui est un petit peu plus sympa. Je peux complémenter évidemment, je suis en SQL et je suis en PGQL, donc j'ai accès à l'ensemble des opérateurs des prédicats. Je peux rajouter des where, des like pour filtrer les données au sein, par exemple, d'une application métier. Aujourd'hui, si vous voulez moderniser une application et introduire des graphes, vous passez en 23C, vous créez vos graphes et vous avez juste à changer un petit peu votre application pour inclure la notion des property graph. Voilà. Donc là, j'ai généré une syntaxe compatible avec l'outil de visualisation. Alors l'outil de visualisation, c'est une web app. Donc vous allez pouvoir prendre directement à partir d'SQL Developer la requête dans l'outil de visualisation. On va se loguer avec un logon de base de données. Donc la gestion des privilèges se fait dans la base de données. Pas besoin d'avoir une interface supplémentaire pour faire la gestion des utilisateurs qui vont faire du graphe. Vous vous authentifiez avec vos utilisateurs de base de données. Donc l'outil a un ensemble de fonctionnalités, mais celle que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une connexion directe avec la base de données. Donc vous êtes sur la web app, vous connectez directement avec la base de données et vous visualisez votre topologie avec l'outil de visualisation. Donc là, c'est un exemple simple. On a peu de liens, peu de nodes, mais ça peut se complexifier. Pas de problème. Sur le deuxième exemple, j'ai demandé au système à me donner les gens qui ont acheté des produits similaires, des pommes, des bananes, etc. Donc j'utilise la directionnalité du langage PGQL pour dire « je veux que tu me donnes le produit qui se trouve entre ces individus, quels qu'ils soient ». Donc ça, je vais faire apparaître du coup une nouvelle couleur de nodes, donc en vert. Vous pouvez changer les couleurs si ça vous plaît. Et je vois en effet que Clark Kent a acheté des citrons et que d'autres super-héros ont aussi acheté des citrons. Donc ça paraît bizarre, mais si vous êtes un revendeur de jeux vidéo, vous pouvez regarder dans l'ensemble de vos clients quels sont les clients qui ont acheté les mêmes produits et leur proposer des choses. Donc là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'aspect transactionnel, c'est-à-dire que je vais créer dans une table relationnelle, je vais insérer mon super-héros préféré qui s'appelle Batman, et je vais rejouer la même requête PGQL sur mon graphe, et je vois que je n'ai pas eu besoin de synchroniser les données, etc. Batman est bien apparu dans ma topologie graphe. Donc ça, c'est hyper important, c'est une nouveauté de la 23C, c'est l'aspect consistant du graphe. Donc, je voulais terminer l'exemple avec une petite implémentation de JSON, c'est-à-dire je vais enrichir ma donnée. Je vais rajouter des fichiers de JSON que j'ai récupérés. Et donc, je vais rajouter le genre, et puis si c'est du DC ou si c'est du Marvel. Donc, pour ça, je suis obligé de régénérer un nouveau property graph, puisque finalement, je vais rajouter des attributs. Donc, il faut que le système il ait connaissance que des attributs complémentaires vont être ajoutés pour pouvoir me les afficher. Voilà, c'est tout simple. J'ai rajouté juste, c'est la même requête qu'avant, j'ai juste rajouté les attributs que je souhaitais voir apparaître, le genre et l'appartenance à du Marvel ou à du DC. Voilà, sous une forme tabulaire. Voilà, sur la partie graphe. Donc, ce que je voulais vous dire, j'espère que j'ai réussi à vous le montrer, c'est que les property graph aujourd'hui dans la 23C, ils sont intégrés nativement dans le moteur. Ils sont transactionnels. Vous allez créer un property graph qui est une vue sur des données relationnelles. Donc ça, comme c'est une vue, dès que vous allez requêter, vous allez être automatiquement à jour par rapport aux transactions. Donc ça, c'est hyper important. Vous avez une intégration du PGQL
en SQL avec l'ensemble des outils que fournit Oracle, SQL Developer, Apex, SQLCL, les drivers JDBC. Donc tout ça, voilà, c'est natif et c'est utilisable dès maintenant. Et comme j'avais donné tout à l'heure comme exemple, vous pouvez, si vous avez une application legacy, vous pouvez la faire monter en 23C et bénéficier automatiquement des graphes dans cette application, juste en modifiant quelques syntaxes SQL. Tout simplement. Voilà. Pas de questions. Donc on va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc Nicolas nous a montré qu'on pouvait intégrer dans la base de données des notions de select AI, de vector search. Moi, je vous ai montré qu'en 23C, on poussait le bouchon un peu plus loin en intégrant plus fortement les property graphs dans la base de données. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'asseoir le modèle de base de données convergée, de vous permettre aujourd'hui, en tant que développeur ou même DBA, d'avoir l'ensemble de vos types de données et des possibilités au sein d'un même moteur dans votre base de données Oracle. Là, on va pousser le bouchon encore un petit peu plus loin sur la partie JSON Relational Duality Views. Donc, sur la partie JSON, alors le format JSON, c'est un format qui est assez, assez hypé aujourd'hui. Il est très populaire parmi les développeurs, mais aussi parce qu'il permet facilement d'échanger des données entre différentes plateformes. C'est un format texte avec une structure hiérarchique. Il est autoportant, il est autodéclaratif. Voilà, donc c'est un langage, c'est un format qui est assez populaire. Comme il est populaire, il est devenu de facto un standard, évidemment sur le JavaScript, mais pour le développement de web app, pour communiquer en REST et aussi pour les outils de développement. C'est devenu aussi un standard en termes documentaires. Quand on parle de base de données documentaire, on ne parle pas de bases de données qui vont stocker des PDF ou des Word. Le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, Oracle vous permet de stocker ces fichiers JSON. Alors, je me suis permis de vous rajouter ce slide juste pour vous rappeler que le support Oracle suit les mouvements du marché, évidemment, et vous propose l'intégration dans le moteur SQL, par exemple du XML depuis plus de 20 ans, avec la partie XMLDB, les recherches de fragments, etc. Pour le JSON, c'est pareil. Depuis la 12.1.02, vous avez une intégration dans la base de données des fonctionnalités JSON. À chaque release d'Oracle, vous avez eu des améliorations. Donc, des types de données natifs, alors qu'au départ, c'était des clubs et des lobes avec des procédures. Aujourd'hui, vous avez des index, des search JSON index, vous avez un ensemble de fonctionnalités qui ont suivi la maturité du produit. Alors, pour démarrer avec une base Oracle en tant que base documentaire, c'est facile. Vous avez un create table, vous avez un type de données JSON, et ça y est, vous avez créé une structure qui peut héberger des documents. Vous pouvez créer des collections. C'est facile et efficace. Vous les requêtez. Oracle, aujourd'hui, vous propose la méthode la plus simple pour moi, en tout cas, c'est la notation pointée. Je souhaite récupérer un document JSON au sein de ma table, et je vais donner directement dans le prédicat, via une notation pointée, la hiérarchie et l'élément que je souhaite ramener. Vous avez des index, vous avez tout un écosystème dans la base de données pour travailler le format JSON. Donc, cet écosystème, il dépasse évidemment la base de données. On va vous fournir aujourd'hui des API, donc du SODA, qui va permettre d'amener des API de type get, put sur les documents. Vous pouvez utiliser du REST, évidemment, et vous avez une API complètement compatible avec MongoDB. Donc, compatible avec MongoDB, ça veut dire que vous débranchez votre Mongo, vous le mettez sur Oracle, ça va marcher. Vous avez aussi, évidemment, sur la deuxième partie, sur l'écosystème, l'intégration complète dans tout ce qui est le SQL. Donc, on a déjà parlé du SQL, mais JavaScript, Java et PLSQL, vous avez des passerelles pour passer de l'un à l'autre. Évidemment, tout ça, comme c'est dans le moteur de la base de données, vous n'avez pas de complexité de gestion. Vous insérez un document JSON, vous committez, et il va subir l'aspect transactionnel de la base de données. Vous pouvez joindre des documents JSON. On l'a montré tout à l'heure pour les property graphs. Vous pouvez rajouter des documents JSON et récupérer les attributs pour créer d'autres structures. Donc tout ça, c'est assez important. Donc l'exemple aujourd'hui qu'on va prendre pour vous parler de la dualité JSON et relationnelle, c'est on va se mettre dans la peau d'un développeur à qui on dit conçois-moi une application pour gérer un emploi du temps pour des étudiants.
Donc on va avoir une définition, chaque emploi du temps pour un étudiant, c'est assez facile, c'est j'ai des cours, les cours ils ont lieu dans des salles, ils ont lieu sur un créneau horaire particulier, c'est tel prof qui me donne le cours. Donc si vous êtes aujourd'hui un développeur SQL, vous allez partir sur une vision relationnelle de votre application. Vous allez dire, par rapport à ce qu'on me demande, je vais créer une table étudiant avec le nom d'étudiant, l'identifiant. Je vais créer une table professeur. Pareil, on va reproduire la structure. Je vais créer des cours. Des cours, c'est un créneau horaire, c'est une salle, c'est un professeur. Et puis surtout, je vais créer une table qui va contenir la relation entre un étudiant et un cours. Très bien. Donc tout ça, c'est très bien. Vous allez réussir à bâtir votre application. Mais pour le développeur, finalement, ça va générer une petite complexité. Parce que pour pouvoir bâtir l'agenda d'un étudiant, il va falloir faire plusieurs requêtes SQL dans la base de données. Il va falloir connaître le modèle. Là, on a un exemple avec 4 tables. Et si vous en aviez 20 et qu'un développeur reprenait une application, il y aurait peut-être une complexité pour construire des nouvelles vues fonctionnelles. Donc, ça peut être gênant. C'est souple, mais ça peut engendrer des problématiques. Si on regarde aujourd'hui l'emploi du temps pour Jill, finalement, le développeur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais ça aurait été plus simple si j'avais fait juste un appel dans la base de données. Puisque ce que je présente là, finalement, c'est un objet. C'est un objet. Cet objet, il s'appelle emploi du temps de Jill. Et il a des propriétés, il a des attributs. Et finalement, il faut que je le casse sous forme de SQL pour l'envoyer dans la base de données. Alors, ça tombe bien, parce qu'une fois qu'on a pensé à cet aspect, cette notion d'objet, on va se dire, le développeur, aujourd'hui, on a vu que le format JSON, il est assez hypé. Et on va traduire cet emploi du temps sous forme de JSON. Ça va être le développeur qui connaît peu le SQL et puis qui va plutôt travailler sur une approche documentaire. Il va se dire, cet objet, c'est un document. Voilà. Donc, pourquoi il va avoir cette approche? Parce qu'il se dit, la base de données, finalement, pour moi, c'est une abstraction. Elle est loin. Je vais lui envoyer des données sous forme d'input. Je vais récupérer avec un get. Et puis, finalement, je n'ai pas besoin de me préoccuper de langage SQL ou d'autres choses qui sont un peu plus terre à terre. Donc ça, dans sa vision, on a une vision duale. Déjà, au niveau du développement, on a des développeurs, ils vont penser SQL. Et on a des développeurs, peut-être qui sont plus jeunes, ils vont penser documentaire. Donc, nous, ce qu'on a constaté, évidemment, on partage avec d'autres, c'est que le stockage JSON, c'est très bien, mais une des problématiques, il y en existe d'autres, c'est qu'à chaque fois qu'on va stocker des agendas pour des étudiants, on va dupliquer les données. Donc si j'ai 1000 étudiants qui ont tous cours avec le même prof, forcément, je vais stocker 1000 fois le document. Ensuite, va se jouer la problématique le cours a été changé. Il a changé de créneau horaire, il a changé de prof, etc. Si j'ai une vision qui est purement documentaire, il va falloir que je balaye l'ensemble de mes collections pour aller mettre à jour chaque agenda des clients et donc balayer la base de données. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est inefficace en termes de stockage. Ça entraîne une duplication de données parce que vous allez répéter N fois l'emploi du temps dans la base de données et c'est coûteux à mettre à jour et difficile à maintenir cohérent. Au sens où, quand il y aura une petite modification, finalement, il va falloir balayer toute la collection pour faire les modifications. Donc, l'approche d'Oracle sur ça, c'est de vous proposer un modèle dual. Donc, on avait déjà une petite idée de ce que ça pouvait amener, mais aujourd'hui, on va vous proposer en fait de stocker votre JSON sous forme relationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va optimiser le stockage. Un agenda qui sera partagé par un ensemble d'étudiants, ce sera les mêmes lignes dans des tables relationnelles. On ne va pas répéter N fois sous forme JSON le document. Et on va vous amener une abstraction supplémentaire qui va vous présenter une vision documentaire de ces objets relationnels. Donc vous noterez que la petite flèche là, elle est bidirectionnelle. Donc on parle de vue JSON dual, JSON Duality Views, sauf que la vue, elle est bidirectionnelle. C'est ça la petite subtilité que je voulais aujourd'hui vous amener. Vous allez pouvoir, à partir de données relationnelles, faire un select et vous dites, il va juste me formater, il va me faire un JSON, c'est pas extraordinaire. Sauf que si vous travaillez dans l'autre sens, vous lui envoyez le JSON et le système va le splitter sous forme relationnelle. C'est ça l'intérêt aujourd'hui de la vue duale. Comment ça se fait en pratique? Vous allez créer dans la base de données une vue, une JSON Duality View,
et vous allez définir sa structure. Ici, vous voyez une syntaxe de type GraphQL. C'est un langage de définition d'interrogation de données. Donc, c'est structuré. Évidemment, derrière, vous aurez les différents objets sous-jacents, hein, les tables, donc cours, étudiants, professeurs. Donc c'est comme ça que ça va se créer. Il faut que les tables soient déjà là, vous créez la structure dessus, et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités. Une fois que cette vue est créée, pour avoir la vision JSON, ça va être facile. Vous faites un select data, donc ça c'est une colonne qui a un nom fixe, à partir de votre student schedule. Et vous donnez en prédicat Jill, et vous allez pouvoir avoir la vision documentaire qui est générée à partir de données relationnelles. Vous pouvez utiliser aussi du JavaScript pour faire les interrogations, ça c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que si demain vous avez besoin d'une autre vision documentaire, vous allez créer une nouvelle Duality View. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'agenda du planning pour les étudiants, mais j'ai besoin aussi du planning pour les professeurs. Je vais créer une Duality View spécifique qui va me sortir le planning des professeurs. J'ai besoin de l'agenda d'une salle, c'est l'occupation, parce qu'entre 12h et midi, je voudrais utiliser la salle pour faire un cours informatique, donc j'ai besoin d'avoir une vision calendaire de la salle. Je vais créer une nouvelle JSON Duality View. C'est assez facile à faire. Donc, si je résume, aujourd'hui, la simplicité extrême pour les développeurs, ça va être plus de travailler en mode documentaire, de se dire, finalement, j'ai un document, je vais l'envoyer dans une base de données. À la rigueur, je ne sais pas où elle est. J'ai un système d'API management, je l'envoie sous forme documentaire. Je fais les changements et je la repousse. Donc tout ça, c'est super. Quand vous envoyez un document modifié, la base de données va détecter automatiquement sur la base des valeurs du document et pas sur un checksum global du fichier JSON les modifications. Donc ça va vous faire gagner du temps. Si le reste ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser le SODA ou alors l'API MongoDB. Donc, à partir de ce que je viens de vous dire, on va couvrir tous les cas d'usage des documents dans la base de données Oracle. Donc, les développeurs qui font du relationnel, ils vont pouvoir travailler comme avant, modifier avec des SQL directement les données. S'ils veulent une vision documentaire, ils vont créer une Duality View et puis faire un select à partir de cette Duality View. Ils auront donc une vision documentaire de leurs données. Si ce sont des développeurs qui ont l'habitude de travailler sous forme documentaire, ils vont directement travailler avec les vues relationnelles sur le JSON. Bon, on voit quand même sur le petit schéma qu'on est bien en capacité de passer de l'un à l'autre. On peut passer du SQL en relationnel et du SQL en JSON, et on peut passer aussi de l'API en relationnel vers le JSON. Donc, je vous ai fait une petite démo. Comme d'habitude, sur mon environnement 23C en VM. Donc, elle se lance. Voilà, donc toujours pareil, on vérifie qu'on est en 23C, parce que sinon, ça ne marche pas. On va créer des vues. On va créer des tables. Donc c'est une équipe de Formule 1. On va créer donc une équipe, des pilotes et une course. Hein, donc voilà. On a créé des objets. Les objets sont vides. Si on peut mettre juste en pause la vidéo 2 secondes, sur la partie création de Duality View, il y a 2 manières de la créer. Vous pouvez utiliser une syntaxe GraphQL, qui est grisée là, ou alors une syntaxe JSON, c'est-à-dire que vous allez générer un sous-select qui va vous générer un format. Donc c'est assez sympa. Moi, pour ma part, je préfère le GraphQL, je trouve que c'est plus clair. C'est bon. C'est plus clair, et je la surligne ici. Plus clair, plus facile. Sinon, la définition de la JSON relationnelle Duality View peut être un petit peu tricky. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait un select à partir des JSON Duality Views qui sont vides, puisqu'il n'y a pas de données sous-jacentes à cet instant dans la démo. Voilà, ça c'est la méthode pour avoir une vision pretty, donc du fichier JSON à partir de la Duality View. J'ai indiqué les syntaxes pour mémoire. On va les revoir à la fin de la présentation. Alors, comme j'ai envie de faire du REST, je vais activer le REST sur les objets de la base de données. Pour ça, j'utilise une fonctionnalité qui s'appelle Oracle AutoREST. Donc, en gros, je vais dire à la base de données, pour tous ces objets, je veux que tu me génères les handlers
en REST qui me permettent de faire du get, du put, du delete et l'ensemble des opérations REST sur les objets. Je fais l'activation du REST uniquement sur les Duality View. Et ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Postman, qui permet de travailler en développement la partie REST API. Donc, j'ai fait un premier appel REST, un GET, et je vois, j'ai pas de données dans mes vues dual, donc j'ai rien. Je vais insérer des données directement en format JSON, mais en passant par la vue. Je ne vais pas accéder aux objets relationnels avec des inserts classiques, je vais directement prendre le JSON et je vais vérifier que la vue fonctionne par rapport à mes spécifications. Donc, je vais créer 2 équipes. Alors, Ferrari et puis je ne connais plus l'autre. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais utiliser mon outil REST qui va me simuler un appel documentaire. Je vais faire un put. Je vais rajouter une nouvelle équipe, donc l'équipe Mercedes. Et dans cette équipe, je rajoute un pilote. 2 pilotes, il y en a un qui s'appelle Virgile Crevon. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que je veux travailler en mode REST, comme si j'étais un développeur et que c'était une application. Et puis surtout, je veux vérifier que ma JSON Duality View, elle est bien en capacité de m'écrire les données dans chacune des tables qui vont la composer. Donc, j'envoie un JSON en REST. J'ai une structure JSON qui est similaire à celle que j'ai créée dans la Duality View. Ensuite, je fais un get, je vérifie que ça a été peuplé correctement. C'est du REST, il n'y a pas de commit. Dès que vous envoyez, c'est posté. Si ça fonctionne, c'est injecté dans la base de données. Et je vais faire une petite vérification que les données que j'ai envoyées à ma Duality View, elles ont bien été injectées dans les tables. Donc je devrais voir Virgile Crevon en tant que pilote de l'équipe Mercedes. Voilà, j'aurais pu prendre Red Bull. J'espère qu'on m'en tiendra par rigueur. Voilà. Et après, bon, la démo continue pendant quelques secondes. Je vais créer les différents circuits. Et bon, la démo devait durer moins de 4 minutes, donc je l'ai arrêtée. Voilà. Donc, j'aurais pu aussi, pour générer du JSON, aller directement faire des inserts dans les différentes tables qui composent ma Duality View. Comme je vous l'ai dit, ça marche aussi. Là, l'idée, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire, soit avec du REST, soit directement SQL, l'utilisation de la Duality View. Voilà. Donc, bon, si on reprend les bullet points, les vues de dualité de JSON, ils vont vous permettre donc une lecture et écriture transparente sur vos données en tant que document ou table. Donc, si vous voulez des tables, très bien, vous faites du SQL. Si vous voulez des documents, vous passez par la Duality View, pas de problème. Elle va pouvoir résoudre certaines des problématiques qu'on a évoquées. Tout n'est pas dans la documentation, mais par exemple la duplication de données, avec cette technique, vous allez pouvoir l'éviter. Voilà. Bon. Et un dernier point, vu qu'on est sur la partie JSON, on a un petit séminaire, on m'a demandé de vous faire le teasing, on a un petit webinar qui sera organisé le 13 décembre à 10 h sur l'utilisation de l'API MongoDB dans Oracle, à savoir comment je passe finalement des outils MongoDB, le Mongo Shell par exemple, vous pouvez le plugger directement sur une base Oracle et vous verrez que tout fonctionne comme si vous étiez connecté sur un système tiers. Donc très intéressant si vous souhaitez réaliser une migration. Voilà. C'est tout pour ma part. Vincent, je te passe la main. Merci Virgile, merci Nicolas, vous nous avez vendu du rêve. Allez, on va passer à la partie sécurité. Donc bonjour à tous. Donc voilà, la partie SQL Firewall, c'est une des grandes nouveautés en fait dans la 23C. Alors pourquoi l'avoir intégré dans le moteur Oracle? Tout simplement pour justement, pour parler d'application, c'est lutter contre les attaques de type SQL injection. Donc qu'est-ce que c'est une attaque de type SQL injection? C'est tout simplement en fait la possibilité de la part d'un hacker d'exploiter les failles de sécurité d'une application, typiquement vos formules, effectivement vos pages d'accès, tout simplement, qui peut être une application exposée sur Internet, de manière à pouvoir en fait usurper la génération d'une requête SQL, donc en étape 2, pour lancer en fait une commande, d'accord, qui n'a pas été approuvée et générée par l'application en elle-même, de manière à récupérer un certain nombre d'informations, et notamment des données sensibles, des données critiques d'entreprise,
Et tout ça en passant effectivement par une application ou quelquefois en passant par le contrôle d'authentification. Donc il y a énormément de fonctionnalités que les hackers peuvent réellement réaliser sur une application qui est exposée sur Internet. C'est vraiment le challenge aujourd'hui qu'on doit relever pour effectivement éviter ce type d'attaque. Le SQL Firewall, qu'est-ce que ça va vous apporter en fait en 23C? C'est vraiment protéger en temps réel votre base de données au travers de cette attaque. Si vous utilisez du MySQL, par exemple, on avait déjà effectivement une possibilité d'interdire certaines connexions. Une fois qu'on crée une instance, on ne peut pas se connecter localement en fait, sur la machine, d'accord, donc au niveau SQL. Donc, côté Oracle, on n'avait pas réellement cette fonctionnalité, mais l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et justement donc, proposer la possibilité de contrer ce type d'attaque et s'assurer que la requête SQL n'est pas issue d'un autre programme ou d'un autre, on va dire, une autre possibilité, effectivement, qui n'a pas été acceptée ou développée au travers de l'application en elle-même. Voilà, protéger ces données-là. Autre point aussi, c'est protéger aussi le programme en lui-même ou les connexions. On va parler de chemin de confiance, donc la partie identité. Autre point aussi, c'est renforcer la sécurité de ces comptes-là en prenant en compte l'ensemble des éléments de session et décider ou non de bloquer la requête ou simplement d'alerter, parce qu'effectivement, il peut aussi s'agir quelquefois d'une requête qui provient finalement de l'intérieur et qui peut potentiellement être éligible à atteindre la base de données. Alors pourquoi on l'a embarqué en fait dans le moteur? Peut-être certains d'entre vous utilisent la fonctionnalité de Audit Vault et Database Firewall, qui est une solution de type Database Activity Monitoring. Donc ce type de dispositif est important aussi, mais le fait de le mettre à l'intérieur du moteur va apporter un certain nombre de choses, et notamment l'aspect contournement. Lorsqu'on passe par un firewall, on est obligé de passer par la machine physique. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement éviter ce contournement. Une fois qu'on met en place en fait, les règles de protection, on sera dans l'incapacité de passer par un autre chemin. Et notamment, un des chemins possibles, c'est passer par des connexions locales. Se connecter en mode biquit, c'est-à-dire sans utiliser en fait, le protocole SQLNet, on va pouvoir justement utiliser cette fonctionnalité-là pour bloquer des connexions qui ne seraient pas en fait, distantes. Autre point aussi, c'est l'exécution des packages SQL. Donc, on l'a vu dans le premier slide. Une autre manière de faire, c'est d'exécuter aussi des programmes au travers d'un compte qui ne serait pas habilité pour exécuter des requêtes SQL et les modifier. Autre point aussi, c'est la partie chiffrement. Donc, si vous avez mis en place le chiffrement réseau, donc certains applications de firewall ne permettent pas de décoder le code SQL et donc de surveiller ou de bloquer en fait, certaines transactions. Donc là, si on le fait au niveau du moteur SQL, c'est tout l'intérêt justement de bloquer ces requêtes-là et de les maîtriser. Dernier point, c'est qu'il va n'y avoir aucun changement côté client. Donc il ne sera plus nécessaire effectivement, de changer la chaîne de connexion de vos clients en passant par un proxy ou un database firewall, donc une IP spécifique. Donc là, tout sera embarqué directement dans le moteur et vous allez pouvoir aussi générer, automatiser, industrialiser justement donc le déploiement de vos règles. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi de le faire directement dans le moteur Oracle, disponible en 23C. Les cas d'usage qu'on va rencontrer effectivement avec le database firewall, tout simplement, on va définir effectivement les requêtes SQL. Donc, on va construire une liste blanche, tout simplement, par auto-apprentissage. On va créer une capture et on va pouvoir donc mettre en place ce filtrage et autoriser uniquement les requêtes SQL qui sont connues de mon application. Deuxième cas d'usage, c'est concernant les connexions. Donc, je sais que ma connexion va provenir de tel serveur d'application. Je vais créer ces dimensions-là, donc ces adresses IP, des comptes, le compte Oracle utilisé et le compte operating system, voire le programme. Et enfin, on va combiner un petit peu le tout en disant, OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais bloquer telle ou telle transaction et alerter
je peux aussi dire je vais laisser passer la transaction, parce qu'aujourd'hui je suis en mode auto-apprentissage, et décider a posteriori de bloquer ces transactions-là, puisque j'ai défini ma liste entière de requêtes SQL qui sont approuvées. Prenons le premier cas d'usage. Je vais autoriser uniquement le SQL approuvé. Donc vous avez une application typique, RH. Donc on va utiliser un compte applicatif qui s'appelle HRadmin, qui va se connecter effectivement, qui va faire une demande de requête finalement à mon serveur d'application, qui va générer un SQL. Donc mon serveur d'application va utiliser un compte de service qui s'appelle Employee Search Prod, qui a telle adresse IP, la 10.0.0.8, et on utilise un compte operating system qui s'appelle OPC. J'utilise une application Java de type SceneClient. La requête est générée, donc elle va atteindre le moteur de SQL Firewall. J'aurais déjà en fait créé effectivement mes règles de filtrage. Et lorsque vous allez créer en fait votre règle de filtrage, on va analyser en fait la requête SQL, donc on va l'épurer. Si vous mettez en place des int ou si vous modifiez quoi que ce soit, on va reprendre le texte SQL brut. C'est ce que ne fait pas, par exemple, les WAF. Les WAF aujourd'hui sont incapables en fait, d'interpréter syntaxiquement vos requêtes SQL. À partir de cette requête SQL, donc texte, on va le combiner avec les objets qui font partie effectivement de la requête SQL pour créer ce qu'on appelle un SQL signature. D'accord ? Une fois que cette signature est créée, on va pouvoir comparer la requête d'origine par rapport à la signature SQL et décider ou non si on va transmettre effectivement l'information au moteur SQL, moteur d'exécution SQL, pour continuer la transaction et cette fois-ci s'exécuter sur la base. Donc ça, c'est dans le cadre d'un compte qui est habilité. Prenons l'exemple effectivement d'une attaque par requête injection SQL. On a rajouté cette fois-ci la clause OR, 1 égale 1. Donc on a essayé d'usurper le mode de fonctionnement classique de mon application. Ce que va faire le moteur SQL, il va dire tiens, la syntaxe n'est pas du tout la même, je ne l'ai pas dans ma liste blanche, et donc la signature SQL est forcément différente. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ? Je vais décider que je vais bloquer en fait, cette requête parce qu'elle n'a pas été approuvée et entraînée par mon moteur, tout simplement. Prenons le cas ensuite, le deuxième cas d'usage, pour une connexion approuvée. Donc un utilisateur habilité va se connecter, le même schéma sur mon serveur d'application. Mon serveur d'application effectivement va interroger en fait ma table qui contient, on va dire, les contextes de session qui sont habilités à atteindre la base de données, et on va étudier tout le contexte de session de l'utilisateur en disant j'ai autorisé en fait toute requête provenant de mon serveur d'application sur cette adresse IP, provenant de ce compte operating system et de ce client. Okay, donc tout se passe parfaitement bien. Le hacker récupère les informations de connexion qui sont en clair peut-être dans le fichier de configuration de mon serveur d'application. Voilà. Et il va décider effectivement d'utiliser un autre programme, un programme SQL Developer, dans ce même contexte, mais pas tout à fait le même. Donc la différence, c'est qu'il va utiliser effectivement, plutôt que d'utiliser le JDBC SceneClient, donc mon application, mon programme, il va utiliser plutôt SQL Developer. Et donc là, je suis en dehors de ma chaîne de connexion de confiance que j'ai autorisée concernant mon compte de service, d'accord ? Donc mon compte Oracle Employee Search Prod. Ça va permettre effectivement de bloquer toute transaction provenant de cette machine et provenant d'un programme différent. Maintenant, comment administrer SQL Firewall ? Tout simplement au travers d'API. L'API la plus connue, c'est l'API PLSQL dans Oracle. Donc une interface qui va permettre de créer en fait les processus de capture. On va le voir juste après. Administrer en fait toute cette partie-là, la partie SQL Firewall. On va pouvoir aussi vérifier en fait toutes les règles d'analyse et de violation de ces règles justement dans une table spécifique. Et on pourra aussi lier toutes ces violations de ces règles à l'audit standard de la base. Autre possibilité, c'est d'utiliser un service cloud qui s'appelle DataSafe. Donc aujourd'hui, qui est le cockpit de sécurité, on va dire, des databases Oracle, qui se trouve dans le cloud Oracle, OCI. Et vous allez pouvoir réaliser les mêmes types les mêmes opérations, telles que la capture,
la configuration, la mise en place de vos listes, et ensuite superviser toute tentative de violation de ces règles directement dans une interface web. Donc c'est ça la différence par rapport aux API standards. Maintenant, comment construire en fait mes règles de database firewall, Oracle SQL Firewall. Première étape, ça va être capturer l'activité. D'accord ? Donc on va sélectionner, généralement ça sera le compte de service applicatif, hein, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, employé search prod, et on va lui passer en fait à la moulinette et on va surveiller en fait toutes les requêtes SQL, donc démarrer en fait un processus de capture pour surveiller justement l'ensemble de ces requêtes SQL. Donc on va les stocker et on va passer par une phase de revue de l'ensemble de ces requêtes dans le contexte applicatif pour générer ce qu'on appelle une hello list, d'accord ? Donc une liste blanche. À partir du moment où cette liste est générée, on va pouvoir l'activer et ensuite la monitorer donc au travers effectivement des audits, si vous êtes sur une solution classique, ou au travers de DataSafe si vous utilisez le service cloud. Principe de fonctionnement, qu'est-ce que c'est ? La requête va arriver de la part de l'utilisateur. Donc là, c'est directement au sein du moteur. Évidemment, donc lorsque la requête arrive, donc on va récupérer les informations SQL, donc le SQL texte, évidemment, la syntaxe. On va récupérer en fait toutes les informations de session, d'accord, de connexion. Et donc c'est la phase effectivement enregistrement. La hello list, une fois qu'on a créé notre liste, évidemment, donc on va vérifier est-ce que le contexte de session est approuvé, d'accord, concernant mon compte de service, toujours. Donc vous allez faire cette opération-là compte par compte. Est-ce que donc l'information est configurée effectivement dans mon contexte de session, l'adresse IP, le programme, l'OS utilisé, donc on va vérifier ces éléments-là. Autre possibilité, c'est aller vérifier les éléments au niveau du SQL, d'accord ? Donc on va vérifier syntaxiquement que que la requête provient bien et bien dans cette liste-là, et qu'on a tous les éléments de contexte, c'est-à-dire que la requête est bien issue de cet utilisateur ou est bien issue effectivement de l'utilisateur qui a fait appel à un package PLSQL. Ou alors, vous pouvez combiner les deux. D'accord ? Donc ça, c'est une autre possibilité. Et l'idée aussi, une fois que c'est fait, donc le moteur de règles va analyser ces éléments-là, éléments de contexte, éléments SQL, et on va définir, donc si tous les éléments sont au vert, à ce moment-là, il n'y a pas de violation spécifique de règles de firewall, et donc la requête sera transmise au moteur d'exécution SQL, tout simplement. Dans le cas où il y a une violation, c'est-à-dire que globalement, le contexte n'est pas correct, ou le SQL n'est pas correct, ou les deux ne sont pas corrects, à ce moment-là, vous avez le choix. Donc, dans tous les cas, il va y avoir l'écriture dans une table de violation, la violation logs. Ensuite, vous décidez effectivement, est-ce que cette requête, vous allez la bloquer ou pas, tout simplement. Donc, si c'est le cas, si vous décidez que vous ne souhaitez rien bloquer parce que vous devez effectivement encore apprendre, il y a des nouveaux développements qui sont arrivés, donc on va décider de laisser passer la transaction. Autre possibilité, c'est de dire non, je vais interdire toute transaction qui n'ont pas été validées dans mon moteur de règles, qui ne font pas partie de la liste blanche, et à ce moment-là, vous allez avoir une erreur spécifique SQL Firewall, et donc la transaction ne passera jamais sur la phase SQL exécution. D'accord ? Exemple de capture effectivement générée par DataSafe. Soit vous le faites, un petit rappel au travers du package PLSQL, ou alors effectivement vous pouvez le faire directement dans l'interface web DataSafe. Donc on va juste tout simplement en fait créer la collection. Donc là tout simplement la collection va être lancée à partir des paramètres que vous allez sélectionner, c'est-à-dire du coup le schéma, donc le propriétaire du schéma, avec évidemment la possibilité d'aller sélectionner est-ce que je vais analyser uniquement en fait le SQL ou alors le SQL et les PLSQL qui sont appelés par cet utilisateur. Et une fois que c'est fait, évidemment, donc vous avez créé votre liste blanche, vous allez avoir ce type de tableau de bord, effectivement. Vous allez voir donc les SQL Firewall Violations pour savoir s'il y a une violation liée effectivement à la syntaxe SQL ou liée
aux éléments de session, tout simplement. Avec la possibilité de voir dans le détail, on ne voit pas à ce niveau-là, mais sur les 18 violations, si elles ont été bloquées ou si elles ont été acceptées, tout simplement. Donc je vous enverrai effectivement à notre session jeudi matin sur la data security, DataSafe, donc Patrick en parlera. Il va y avoir une démonstration sur DataSafe et SQL Firewall. Pour résumer, globalement, le SQL Firewall, c'est vraiment une nouveauté. Hein, c'est la grande nouveauté de la 23C d'un point de vue sécurité. Évidemment, vous avez d'autres éléments qui sont présents. Une solution qui est totalement embarquée, donc impossible à contourner une fois que vous avez mis en place ces règles-là. Une protection en temps réel. Vous allez vous protéger, vous prévenir contre les attaques de type injection SQL, évidemment. Le vol et l'abus aussi d'identité spécifique, on l'a vu, on peut verrouiller par rapport à un contexte de session. Utiliser effectivement les API standards du PLSQL, DMS, SQL Firewall, ou préférer DataSafe pour avoir une vision globale de l'état de votre parc Oracle qui utilise SQL Firewall. Merci pour votre attention et je passe la main à Patrick pour la conclusion. Merci. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, il nous reste un petit peu de temps pour les questions-réponses. Si vous-même dans la salle vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prends ma liste. Peut-être commencer par toi Vincent parce que tu as l'air d'être chaud là. Ouais, pas de souci. Je voyais des questions de... visiblement sur DataSafe, est-ce que ça fonctionne aussi pour les bases on-premise? Ah oui, bien sûr, oui. Donc DataSafe est un service cloud qui permet d'interconnecter, avoir une vision globale de toute votre infrastructure Oracle. Également de la standard édition. Si vous avez de la standard édition dans votre portfolio, on a possibilité d'aller monitorer, gérer effectivement les bases de données on-premise. Et puis cloud évidemment, ou cloud et customer si vous en avez, donc toutes les bases Oracle. Merci Vincent. Attends, pars pas, ne pars pas. Parce qu'il faut que je déchiffre, etc. Tu parlais des listes, je pense pour les droits d'accès, les allow list. Allow list, ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. On demande en fait si on peut, une fois qu'on les a paramétrés une fois, si on peut les exporter, les promener d'une instance à l'autre. Oui, tout à fait, oui. Les hello list, évidemment, vous pouvez les récupérer, faire des exports en fait de cette table-là, pour ensuite les réimporter en fait dans une autre instance. Et évidemment, après, vous pouvez aussi les affiner, faire des mises à jour. À vous d'administrer de manière industrielle ou automatisée par des packages PLSQL pour gérer ces règles-là. Tout à fait. Très bien. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un rôle spécifique pour faire tous les paramétrages de SQL Firewall? Oui, bonne question. C'est effectivement donc il y a un rôle spécifique, donc il faut être effectivement SQL Firewall administrateur, admin. Donc il y a un nouveau rôle qui existe évidemment, toujours dans le principe effectivement de la mise en place de séparation des rôles et des privilèges. Pour administrer et gérer effectivement le SQL Firewall. Bonne question. Merci Vincent. Je te libère. Enfin, n'hésitez pas, il a réponse à tout. Donc allons-y. Il me parlait de langage naturel. C'est toi Nicolas? C'est moi, oui. Si tu peux me rejoindre. Donc on demande langage naturel en SQL, c'est que pour les débutants ou quel intérêt ça peut avoir pour d'autres? Moi j'ai un micro qui ne marche pas. Mais non, bien sûr, c'est intéressant pour tout le monde, parce qu'évidemment, pour les débutants, ça leur évite d'apprendre un nouveau langage ou de générer des requêtes complexes ou passer du temps à apprendre le SQL. Mais pour quelqu'un d'averti, évidemment, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, ça lui permet de gagner du temps sur l'écriture de syntaxe SQL, parce que ce n'est pas forcément toujours très intéressant au niveau du champ d'écrire des grosses requêtes. Donc si ça peut être généré automatiquement suite à une réponse à un langage naturel, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Et enfin, pardon. Pour Virgile, là aussi j'ai du mal à comprendre la question. Mais je me demandais si j'allais passer je vais la lire et je pense que ça ira mieux. Voilà, une personne dit pourquoi pas utiliser les graphes pour compléter ou optimiser des modèles de machine learning.
C'est compatible ou... Ouais, c'est compatible. En fait, quand on crée des property graph, on peut les utiliser. On peut les utiliser pour compléter les modèles de machine learning existants. Si vous prenez l'exemple de l'algorithme PageRank, qui est un des seuls que j'ai utilisé, vous pouvez donner une importance à des nœuds au sein d'une topologie. Et une fois que vous avez fait ce calcul, vous pouvez le faire ce calcul qu'au niveau de la topologie graph, vous pouvez récupérer les attributs et les mettre dans une table pour complémenter vos modèles de machine learning existants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter l'accuracy, la précision de votre modèle de machine learning en rajoutant des informations complémentaires que vous aurez récupérées grâce à une topologie graph, avec des algos de machine learning. Et le corollaire, pas le corollaire, mais le deuxième élément, c'est que sur les property graph, il existe aussi des librairies spécialisées qui s'appellent PGXML, donc PGX Machine Learning. Et vous pouvez appliquer, je crois de mémoire, 4 algorithmes spécifiques sur les topologies graph. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire du machine learning uniquement sur des graphes ou alors les utiliser pour complémenter vos modèles de machine learning existants dans la base de données. Voilà. Merci Virgile. Merci beaucoup pour tout, pour tes démos. Très très bien les démos. Voilà, merci à tous, merci à vous qui étiez en ligne, merci à vous là, qui êtes présents avec nous. On se retrouve jeudi matin, effectivement pour tous les sujets sécurité, notamment donc DataSafe, tout ce qui permet d'organiser ces données et de les protéger et de les sécuriser. Et puis jeudi après-midi, on sera plutôt sur l'analytique, toutes les données entre le sport, voilà, qui sert ensuite aux fans et aux sportifs. Voilà, merci à tous et à très très bientôt. Au revoir.